Les vœux d'Emmanuel Macron aux armées, des vœux qui ont duré un petit peu plus longtemps que prévu, qui ont commencé en retard et qui ont continué, qui ont duré 10 minutes de plus que les 52 prévus. Mais c'est anecdotique, il y a eu énormément d'annonces, énormément un ton nouveau avec les armées et c'est ce qu'on va débriefer avec Alain, qui est non seulement correspondant en défense, mais qui a été également chroniqueur diplomatique au Figaro, et de diplomatie, de stratégie, de géopolitique, il en a été question dans ses vœux. Et puis Alain est également président de l'association des journalistes de défense. Bonjour, merci Alain d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce discours ? Ce qui m'a marqué, c'est le ton, d'abord, qui tranche singulièrement avec cette étude péremptoire que le chef de l'État, chef des armées, avait eu en juillet dernier. Vous vous souvenez de cette crise qui avait conduit à la démission du général de Villiers. Donc un ton d'hommage, un ton qui prône la confiance retrouvée, mais aussi, et c'est la contrepartie, c'est ce qu'il faut entendre aussi avec ce discours, une exigence. Le président dit à ses troupes, je vous ai entendu, je vous rends hommage, je vais vous donner les moyens de remplir vos missions au mieux, mais vous allez devoir me rendre des comptes. Je dirais, pour reprendre une expression qu'il a employée à propos du budget, vous allez me rendre des comptes à l'euro près. Voilà. Donc c'est un balancement, mais ce long discours de vœux s'apparente vraiment à un discours de retrouvailles, de rabibochage, on dit certains. C'est vraiment le ton. Vous êtes nombreux à nous rejoindre sur le chat du Figaro. Bonjour Jean, bonjour à Épicurien qui est un internaute fidèle du Figaro.fr, à Jean Rousselet donc, et à beaucoup d'autres qui avaient commenté ces vœux, notamment Patrick. Donc il y a beaucoup de réactions sur les promesses qu'ont fait Emmanuel Macron. Elles sont inédites. On va reprendre l'essentiel. D'abord peut-être d'un mot, parce que Emmanuel Macron avait dit qu'il en parlerait à la fin de ses vœux, et il m'a pas semblé qu'il en ait parlé. C'est le service national universel dont le programme serait mené à terme. Effectivement, il n'a pas détaillé ce grand projet qu'il avait annoncé alors qu'il était candidat. Dans le cours de son discours, il évoque le fait simplement qu'il mènera, comme vous le dites, ce grand projet à terme, mais sans aucune précision. Et ça ne lève pas certaines inquiétudes certaines interrogations qui ont été suscitées notamment il y a quelques jours par des informations liées à un rapport parlementaire, mais semble-t-il une initiative individuelle, qui aboutissait non pas à un service national avec une dimension militaire, un service d'1 mois, comme l'avait dit le président candidat, mais à une formule tout à fait différente, un service national universel de très très light et dont la vocation militaire serait vraiment réduite à la portion congrue. Alors, quand même, une chose qui a été quand même frappante, l'une des premières déclarations qu'on a pu lire sur le player du Figaro.fr, c'est la déclaration qui a été faite au chef d'état-major des armées. Emmanuel Macron a bien appuyé ses mots à ce moment-là. Il a voulu saluer et assurer le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, de toute sa confiance. Oui, le général Lecointre, le nouveau chef d'état-major des armées depuis juillet dernier, est celui qui va porter avec ses subordonnés des grandes armées, des armées qui sont sous ses ordres, avec la ministre Florence Parly, qui va porter tous ces grands chantiers évoqués à l'instant par le président de la République. Sur ce thème, à la fois de moderniser, de régénérer, et puis de moderniser. En conservant un modèle d'armée complet, mais en même temps en se gardant des marges de manœuvre
car en comblant les obsolescences et les trous capacitaires, comme on dit, c'est-à-dire les moyens qui manquent, et ça, le président les a cités, les hélicoptères, les ravitailleurs. Mesdames et messieurs, autant de capacités essentielles en ce moment qui font de l'année, il est nos d'usage armées, de prononcer ces vœux. ne peuvent pas assurer leur mission. Alors, on peut Ceux-ci rentrer prennent dans le un ton détail. particulier Il y a un ton général, lorsqu'il Alain, s'agit des armées. c'était, le titre de Car votre article la relation ce matin, entre le président de la dans le République Figaro. et les armées est singulière. On va le voir. Car les décisions que je prends en tant que chef des armées ont un effet immédiat sur le cours de votre activité, sur l'intensité de votre engagement et parfois même sur votre vie ou celle de vos familles. Ce cérémonial des vœux, il n'est pas un armées, instant on a vu un président sans que je mesure le poids de cette responsabilité. Autant d'arguments pour restaurer justement. Pas un instant on entend les présidents, on entend où je ne pense pas dire énormément à chacune de bien aux armées, de ces conséquences avoir que je viens d'évoquer. Martial, mais là, on sent que c'est pour cette raison que le jour même de mon investiture, j'ai ravivé la flamme sacrée sous l'arc de triomphe en l'honneur de tous les morts pour la France. Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, a commencé que dès les premières heures de mon mandat, j'ai rendu visite aux blessés à l'hôpital dès Percy. son investiture, lorsqu'il était allé. C'est pour le manifester encore que je me suis rendu quelques jours après les Champs-Élysées dans un command-car pour mon premier déplacement à l'hôpital d'instruction des armées au cœur Percy, d'un théâtre d'opération, puis s'était rendu sur le terrain au Sahel. Tous ces gestes qui, mon mandat dans les à Gao, premiers jours, dans les premières semaines de son mandat, ont vraiment été très très appréciés par les militaires. Et puis il y a eu cette crise de l'été dernier, on s'en souvient, et donc maintenant il fallait se retrouver, donner des gaz, donner des preuves. Les militaires et le monde de la défense les attendent. Je pense qu'ils les ont eus, bien sûr. Il y a des débats, il y a toujours il y aura des critiques, des réserves sur la réalité de cette augmentation inédite des moyens dont a parlé le président. Mais globalement, les efforts sont là. Mais encore une fois, ces efforts, les militaires pourront en bénéficier, mais ils seront contraints de joindre à la fois l'efficacité, d'être efficaces sur le terrain comme ils le sont, mais en même temps l'efficience, c'est-à-dire l'efficience comptable. Voilà. Alors vous continuez à commenter et à poser vos questions à Alain Barluet. Patrick nous dit c'est un discours de président de grande entreprise, objectif, moyens mis en œuvre, puis reporting. Eh bien écoutez, je pense que vous n'avez pas tout à fait tort, même si s'agissant des armées, s'agissant du président de la République, du chef de l'État, chef des armées, vous avez entendu quand même une certaine forme de solennité qui tient à cette fonction éminemment régalienne. Mais c'est vrai, je viens de le souligner, le président, face à une entreprise armée française qui est très performante, où il y a beaucoup de compétences, mais en même temps où tous les moyens ne sont pas toujours là, ou alors il y a des déperditions de moyens, il y a des discontinuités, il y a une fluidité qui n'est toujours pas optimale, eh bien le président met la pression et demande des résultats. Alors, un autre thème qui a été abordé par Emmanuel Macron, qui a cité Jean-Paul II sans le nommer, c'est celui d'Europe de la Défense, en disant aux militaires « n'ayez pas peur de rentrer dans la coopération européenne ». Épicurien nous dit « une défense européenne, c'est un abandon de notre souveraineté de nation française ». Ou alors, de quoi parle-t-on ? De quoi parlait exactement Emmanuel Macron, justement ? Écoutez, vous savez, quand on s'adresse aux militaires, on voit chez eux souvent des attitudes un peu dubitatives, des haussements de sourcils ou d'épaules. Mais finalement, c'est à l'image des réactions que l'on observe parmi nos concitoyens plus largement. Il y a un véritable accent, élan européen qu'Emmanuel Macron, de façon systématique et permanente, souhaite impulser dans le domaine de la défense. On l'a vu encore hier avec les Britanniques. Il a bien spécifié d'ailleurs que ces initiatives,
Il a parlé de l'initiative conjointe européenne, notamment pour planifier certaines opérations, je dirais, humanitaires, certaines évacuations de ressortissants. Il a dit que tout ça ne devait pas être limité aux membres stricto sensu de l'Union européenne. Et bien sûr, il pensait à la Grande-Bretagne. Il y a un véritable élan européen dont il connaît les réticences qu'elle peut susciter, mais il s'est adressé aujourd'hui au monde militaire en leur disant, vous l'avez rappelé, n'ayez pas peur. Il faut y aller parce qu'on n'a pas le choix. Ce n'est pas, et là il répondait à des craintes tout à fait précises, telles qu'on a pu les observer ces dernières années, c'est-à-dire on va faire l'Europe, mais en même temps, ça veut dire que dans le même mouvement, on va vous retirer certains moyens, certaines capacités. Il a dit non, c'est pas ça. Hein. L'Europe doit être un démultiplicateur. N'ayez pas peur d'aller dans ce sens, et ça ne va pas signifier moins de moyens pour vous, parce que, et ça c'est aussi un fil rouge, qui est celui de la revue stratégique, qu'il a rappelé, notre autonomie stratégique, la capacité de la France et de ses armées à décider en toute indépendance. Alors justement, sur l'autonomie stratégique, il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites, notamment sur la dissuasion nucléaire. Il y a également beaucoup de questions sur le chat sur le porte-avions, le deuxième porte-avions, on y reviendra. Juste une précision sur la dissuasion nucléaire. Qu'est-ce qu'a annoncé Emmanuel Macron et pourquoi s'est-il justement intéressé et appesanti sur cette question, Alain ? Parce que cette question, c'est une question clé, c'est une question majeure, parce que la dissuasion nucléaire, c'est la clé de voûte de notre défense. Et le président a rappelé que son mandat va coïncider avec une phase extrêmement importante dans le cycle d'adaptation des moyens de la dissuasion, c'est-à-dire le renouvellement de ces deux moyens, qui sont, comme on le sait, une composante aéroportée, la bombe nucléaire sur des avions, et une partie océanique à partir des sous-marins. Ces deux capacités, dans les 15 années à venir, doivent être profondément renouvelées, modernisées, adaptées. Un défi immense quand on voit l'évolution absolument étourdissante des capacités militaires, que ce soit dans le domaine maritime ou dans le domaine aéronautique. Et donc, ce sont des moyens très lourds. Le renouvellement de la dissuasion va peser jusqu'à 3 à 3,5 milliards dans notre supplémentaire, dans notre budget. Ces moyens liés au renouvellement de la dissuasion vont être doublés à partir des années 2020-2022 et donc vont peser très lourd dans le budget. Le président de la République a rappelé l'intangibilité de ce socle. Et donc la permanence de la dissuasion nucléaire, n'en déplaise au général Desportes et aux autres ou à Paul Quilles qui critiquent justement cet engagement nucléaire pour des raisons différentes d'ailleurs. Tout à fait. Rendons-leur cette justice. Jean Rousselet, Patrick nous dit, parlant justement de la coopération européenne, une armée européenne sur le modèle de l'Europe spatiale. Est-ce qu'on veut faire, est-ce que Emmanuel Macron veut s'inspirer de l'Europe Ariane Espace, si on veut dire, pour bâtir son armée européenne, d'après ce que vous avez compris? Ce qui est certain, c'est on a l'impression, je vous coupe, on a l'impression qu'il y a une défaillance de l'OTAN, c'est en tout cas de l'Alliance Atlantique, de l'Alliance militaire avec les États-Unis, et que depuis longtemps, les États-Unis veulent que l'Europe monte en puissance, prenne plus sa part financière, et que justement certains comme Emmanuel Macron, comme Nicolas Sarkozy en son temps, voit ça comme une opportunité pour faire monter une armée européenne. Bien sûr. Le président Macron, dans le cours de son discours, a dit que la France devait être en quelque sorte un modèle dans cette coopération en matière de défense. Un référent, un point central. Et disant cela, si on élargit le champ, eh bien, on voit bien que avec un Trump de plus en plus imprévisible, avec l'OTAN
dont le président a dit que la France et les Européens, ceux qui en sont membres, seraient des partenaires fidèles, il y a quand même ce sentiment que l'Europe est appelée à devra assurer elle-même ses capacités de protection, de sécurité, de défense. Et la France, qui, après le Brexit, sera la première puissance militaire européenne. L'armée de référence européenne, comme a dit le président l'a dit. Oui. D'ailleurs, est-ce que la France n'est pas déjà l'armée de référence européenne? Est-ce qu'il n'y a pas une supériorité militaire française par rapport à l'armée britannique? Question aux spécialistes de la défense que vous êtes. Ancien auditeur d'IHEDR. Tout à fait. Écoutez, ça peut être discuté. Il y a des... les propos récents du patron de l'armée de l'air, le général Lanata, qui rendait hommage à ses homologues britanniques dans des termes tout à fait élogieux. On sait que la Grande-Bretagne a fait des choix capacitaires qui ont créé des trous, comme on dit dans cette chaîne de capacité, des trous plus importants que les nôtres. C'est une armée qui était très éprouvée par ses engagements en Irak, en Afghanistan, et qui met beaucoup de temps à se relever. La France, le président n'a pas caché les difficultés, les tensions, la fatigue, le suremploi, mais c'est une armée française extrêmement aguerrie, performante, reconnue pour son niveau d'excellence, y compris par ses grands alliés américains. Et donc pour reprendre les mots du général Lecointre, c'est une belle armée. Vous êtes encore nombreux sur le chat du Figaro, et il y a une question un peu technique également sur la dissuasion nucléaire. Le M51 et la classe terrible sont récents, nous font remarquer XY. Alors peut-être le M51, donc c'est donc le missile qui est nucléaire, qui trouve sa place dans les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. La France en a 4 pour assurer une permanence à la mer. Ces missiles qui font environ une quinzaine de mètres de haut, qui sont des missiles intercontinentaux, doivent être adaptés. Et il y a donc, comme on dit dans les armées, une évolution incrémentale, c'est-à-dire qu'il y a le missile M51.2, .3, .4, et ces missiles sont adaptés au fur et à mesure. C'est le cas actuellement. Patrick nous dit reposons-nous plus sur une défense européenne plutôt que sur une OTAN affaiblie. Ça, c'est effectivement toute la problématique qu'on a abordée tout à l'heure. Et puis, il y avait une autre question qui était posée sur le deuxième porte-avions. Il me semble que c'est Jean qui nous l'a posé. Au fur et à mesure, c'est le cas actuellement. Il nous disait sans doute que nous n'aurons pas un deuxième porte-avions, en tous les cas pas à l'issue de ses vœux, Alain. Pas à l'issue de ses vœux. Effectivement, le président de la République a abordé cette question, je dirais, emblématique, parce que le porte-avions, le Charles de Gaulle, son futur remplaçant et son éventuel sister ship, comme disent les Britanniques, c'est-à-dire doublon, partenaire, a été évoqué sous une forme d'incidente, presque même une boutade du président de la République, lorsque celui justement appelait les industriels et aussi les chefs d'armée à l'efficience, au discernement, aux justes mesures, et appelant les uns et les autres à ne pas pousser en quelque sorte la surenchère capacitaire des uns et des autres. Une allusion presque qui laisse clairement entendre qu'à ce stade, la perspective d'un deuxième porte-avions, vous savez que le Charles de Gaulle va arriver en fin de vie vers 2038, il est actuellement pour une refonte à mi-vie, que la perspective d'un deuxième porte-avions n'est à ce jour, et en entendant ce que vient de dire le président de la République, n'est guère à envisager pour l'instant.
Alors Jean nous disait justement, c'est indispensable d'avoir un deuxième porte-avions pour être autonome, sinon nos armées seront à la merci de la bienveillance de puissances étrangères. On revient à cette question de l'autonomie stratégique. C'est vrai ou c'est faux? Écoutez, la France est une puissance qu'il faut maintenant qualifier de moyenne. Elle a des armées extrêmement compétentes, elle a l'excellence, mais elle a, l'ambition de ses moyens. L'inverse eût été une formule idéale, mais ce n'est pas très réaliste. Les États-Unis ont 11 porte-avions, la France en a un qui fait magnifiquement son travail. Évidemment, certains au sein des armées, et notamment au sein de la Marine nationale, souhaiteraient avoir 2 de ces navires amiraux. Beaucoup de voix, d'experts, de spécialistes et de politiques, on vient de l'entendre, mettent en doute le caractère réaliste de ces 2 porte-avions. Donc, pour être clair, ce qui se profile, c'est la mise en chantier d'un 2e porte-avions qui va, à partir du début des années 2030, assurer, comme disent les spécialistes, une forme de tuilage, une coexistence, de transition avec le Charles de Gaulle. On aura 2 porte-avions. Oui, jusqu'à ce que le Charles de Gaulle, à l'horizon 2040, prenne une retraite largement méritée. Largement méritée. La défense européenne avec des dirigeants compliqués comme ceux de la Pologne ou autres extrémistes, cela va être ingérable, c'est ce que nous dit Jean, c'est tout l'enjeu de la construction européenne d'ailleurs qui est abordé derrière ça. Juste Alain, avant qu'on se quitte, 2 dernières questions. La première, elle s'adresse également à l'ancien chroniqueur diplomatique que vous êtes. Emmanuel Macron parle de la remilitarisation des relations internationales et également de la montée en puissance, en tous les cas du retour aux États-puissances. Est-ce que c'est pas non plus un hommage caché au prédécesseur du général Lecointre, le général de Villiers, qui a sans cesse répété cette menace? Et c'est vrai que quand le général de Villiers disait ça, on se disait... la vraie menace, c'est la menace terroriste. Le reste, le général de Villiers dit ça pour faire augmenter les moyens militaires. Écoutez, là, sur ce point, je pense qu'il faut ne pas personnaliser à outrance, dans la mesure où ces formules sont celles qui sont, je dirais, permanentes et qui sont inscrites dans le livre blanc. C'est-à-dire un double mouvement, une double menace, celle des États faillis, du terrorisme, et puis aussi les menaces étatiques, les menaces de la force. Et ça, ce sont deux tensions permanentes sur lesquelles des accents et la lumière est mise de façon alternative. Bien sûr, nous avons traversé des années, autour de 2015, avec un formidable coup de projecteur, dramatique coup de projecteur sur le djihadisme, les attentats. Voilà. Il y a la montée en puissance beaucoup plus discrète, je dirais sournoise, d'affrontements larvés, de confrontations qui se jouent sur terre, qui se jouent sur les mers, qui se jouent sous les mers et qui se jouent dans les airs. Lorsque des puissances lancent leurs bâtiments sur toutes les mers du globe, côtoient, tangentent les espaces territoriaux des différentes nations, lorsque les avions, les bombardiers côtoient, même franchissent les limites de notre espace aérien pour nous tester, pour voir nos réactions, pour s'affirmer, en quelque sorte, oui, tout à fait, pour nous tester, pour marquer leur présence. Et on voit que tout ça pourrait rapidement aller vers des postures beaucoup plus agressives. En tout cas, que tout ça dresse le paysage d'un monde dangereux à cause aussi de cette affirmation des États. Et ça, le président de la République l'a rappelé. Et c'est aussi un leitmotiv du SEMA. Ce sera ma dernière question. Alain, vous êtes donc
Pardon, hop, j'éteins mon téléphone pour pas qu'il fasse de bruit, pardonnez-moi. Donc Alain Barluet, vous êtes le correspondant défense du Figaro, président de l'association des journalistes de défense. Vous signez ce matin dans le Figaro et dans le Figaro.fr cet article « Macron veut restaurer la confiance aux armées ». Est-ce qu'après ces vœux, la mission d'Emmanuel Macron est une mission réussie? Mais écoutez, je vais de ce pas, en vous quittant, donner quelques coups de téléphone à certains contacts dans le domaine militaire et je vais recueillir leurs réactions. On verra bien. Mon sentiment, pour répondre à votre question, c'est que le président a fait non pas le service minimal, mais le service maximum, avec un hommage appuyé, le rappel de son engagement, de son attention aux armées, lui qui, c'est un autre sujet, n'a pas, à la différence de certains de ses prédécesseurs, d'appétence particulière pour le monde militaire. Il leur a dit « Je vous rends hommage, je vais vous apporter les moyens dont vous avez besoin, mais il faudra les utiliser, ces moyens, avec beaucoup d'exigence et de discernement. » Merci Alain. Je rappelle donc qu'on peut lire votre article sur le Figaro.fr. On peut également retrouver le portrait que vous faites, ou en tous les cas les défis que vous décrivez pour l'actuel chef d'état-major des armées, le général François Lecointre. C'est également à retrouver sur le Figaro.fr. À retrouver également sur le Figaro.fr un certain nombre d'articles, notamment justement sur les questions budgétaires. Un article que vous aviez signé, c'était au mois de juin. Le Sénat plaide pour les 2% du PIB dès 2022. Et puis, si vous allez sur l'onglet Figaro Live, vous retombez sur ce numéro des décrypteurs qui était consacré au bilan exact et réel des opérations extérieures et des opérations intérieures. C'était juste avant le 14 juillet, mais il y a un certain nombre de thèmes qui restent d'actualité. Il y avait notamment le porte-parole du ministère pas du ministère de la Défense, mais de l'état-major des armées qui intervenait à ce moment-là. Merci de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux à nous suivre sur le chat. Vous continuez. Si vous voulez avoir le programme de ce qui vous attend sur Figaro Live, vous allez, comme moi, sur la page du Figaro et vous cliquez ici, aujourd'hui, sur Figaro Live et vous avez tout le programme de ce qui vous attend et notamment le prochain programme, c'est 14h34, cap sur la bourse. Vous pouvez poser toutes vos questions à Hervé Rousseau et qui revient sur les temps forts, vous le voyez, de l'actualité boursière de New York à Paris. Son invité, Marc Alperin, qui est gérant et action européenne chez Edmond Rothschild. Et puis, bien sûr, on revient ce soir avec Guillaume Roquette dans Point de vue sur le discours d'Emmanuel Macron aux armées. Et vous avez également rendez-vous avec François Godement et Isabelle Lasserre pour le talk stratégique. Ce sera juste après à 18h05. Et bien sûr, c'est à retrouver en replay sur le Figaro.fr et bien sûr ici sur